Bonjour et bienvenue à cette semaine d'Endautré, édition du 12 mars 2023. Aujourd'hui, nous allons vous parler premièrement de conseils municipaux. Donc, les conseils municipaux ont lieu toujours les premiers lundis, mardis du mois. Et nous avons aussi des extraits, autrement dit, à vous présenter. On vous parle d'extraits concernant la ville de Berthierville qui va présenter la semaine prochaine son plan d'urbanisme. D'autres résolutions concernant des aménagements au niveau de la municipalité de Berthierville. Au niveau de la Norelle, l'extrait qu'on vous présente, c'est concernant la route 138 et la sécurité routière, vraiment quelque chose de très important. On parle aussi au niveau de la MRC, la nomination de Mme Cathy Dénommé, qui est maintenant la nouvelle directrice générale de DEA, donc Développement économique d'Autré, un organisme relié à la MRC qui a pour but de favoriser le développement économique de la région. D'autres sujets que nous vous parlons, une entrevue très intéressante avec Anouk Meunier. Anouk Meunier a été, durant tout le mois de février, le porte-parole pour le 28 jours sans alcool, donc une campagne de financement faite par la Maison Jean Lapointe. La Maison Jean Lapointe est un endroit où on parle de dépendance, mais il y a la dépendance à l'alcool, il y a la dépendance aussi aux opioïdes, dépendance aux jeux. Donc, vraiment un organisme qui a une mission très importante et qui a des ramifications partout au Québec. Cette année, c'est près de 1 million de dollars qui a été ramassé dans le mois de février. Donc, vraiment une prise de conscience de ces problématiques de dépendance. Et on n'a pas pu s'empêcher. Vous savez, notre côté un peu potinage. On a demandé à Anouk Meunier ses prochains projets. Entre autres, elle anime à la radio. Et par la suite, on a parlé du chanteur masqué. Vraiment une émission phare de TVA. Et elle est participante en tant que questionneuse, on pourrait dire, juge, et vraiment, elle nous a parlé de son expérience, comment elle vit ça, qui elle verrait peut-être comme prochain chanteur masqué, qu'est-ce qu'elle avait, des découvertes qu'elle avait faites à ce niveau-là. Nous avons aussi rencontré Catherine Pelletier. Catherine Pelletier, c'est la nouvelle directrice générale du CRUL, donc de le Centre régional universitaire de Lanaudière. On sait que le CRUL est un organisme, encore là, un OBNL, voué à favoriser la diplomation universitaire dans la région Lanaudière en permettant aux étudiants de pouvoir être vraiment proches de leur centre d'études, donc pas besoin de s'expatrier, d'avoir à payer des loyers, d'avoir à payer des déplacements. Le CRUL, son siège social est à Repentigny et a des très beaux projets dans ses poches, dans ses carnets, donc l'implantation possiblement d'un centre universitaire vraiment dans la région. Donc, vraiment une belle mission. Et depuis le CRUL, mais tente aussi d'aider les compagnies, les entreprises à faire un amalgame entre la formation de ses employés pour pouvoir avoir une meilleure production. Nous vous parlons aussi de Julie Boucher. Julie Boucher, si vous vous souvenez, c'était la candidate pour le Parti québécois lors de la dernière élection provinciale, mais Mme Boucher n'a pas resté longtemps, on pourrait dire inactive, impliquée pour le Parti québécois. Elle est maintenant porte-parole en matière d'agriculture pour le Parti québécois. On se souvient que le Parti québécois, avec 3 députés, a décidé de faire de l'innovation, de changer les procédures et a nommé des porte-paroles qui sont des gens bénévoles provenant du parti, mais qui nourrissent les 3 députés à l'Assemblée nationale, de vraiment une très belle initiative de M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Mme Boucher n'est pas en reste aussi. Elle est redevenue même la présidente du Parti québécois pour le comté de Berthier. Et c'est à ces sujets-là qu'elle est venue nous parler comment elle voit cette nomination. Et en terminant, bien, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit de ne pas oublier nos émissions phares. Donc, à tous les jours, à compter de 6 heures, le bulletin de nouvelles et notre nouvelle émission, le bulletin des régions. Donc, l'association avec 20 télés communautaires, 20 télés régionales à travers le Québec au complet qui sont associés au câbleau distributeur Derry et Cogeco. Et nous vous présentons un résumé à toutes les semaines, un résumé d'1 heure de l'actualité provinciale, vraiment vu sous le regard vraiment local, vu sous le regard vraiment de ces télés locales. Donc, bonne écoute de cette semaine d'Endautré et à la semaine prochaine.
H2, Hôtel de Ville, travaux d'aménagement, octroi de contrat. Donc, vous savez qu'on a fait des travaux ici, on fait des travaux en haut maintenant, on commence cette semaine. Alors, il y a des contrats qui sont octroyés. M. Frenière. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux à l'Hôtel de Ville pour moderniser la salle de conférence ainsi que d'ajouter 2 bureaux supplémentaires pour répondre aux besoins du personnel, considérant que la Ville de Berthierville bénéficie d'un montant de 177 277 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM, et que le budget 2023 prévoit un montant pour défrayer la somme des dépenses encourues, considérant les plans réalisés par la firme Chrysaline Design pour l'aménagement de la salle de conférence et de 2 nouveaux bureaux, en conséquence, je propose d'octroyer les contrats nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la salle de conférence ainsi qu'à l'ajout de 2 bureaux tels que prévu au plan déposé par la firme Chrysaline Design, à savoir la construction Tremblay et La Plante, travaux supplémentaires au coût de 12 427,91 plus les taxes applicables telles que détaillées à la robe de service datée du 3 mars 2023, et Gérard Brunel Électrique Limité, remplacement du panneau électrique et travaux connexes au coût de 13 686,27 plus les taxes applicables telles que détaillées à la robe de service datée du 23 février 2023. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. À droite. À droite. Adopté à l'unanimité. H6, conversion du réseau d'éclairage public au DEL, travaux de nouvelles, économie d'énergie à venir. Donc, Mme Lebrun, prenez une grand souffle, une gorgée d'eau. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités, ci-après FQM, une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture service par la FQM au nom de la ville. Considérant que la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL incluant l'installation et les services éco-énergétiques et de conception, ci-après l'appel d'offres, au bénéfice des municipalités qui désiraient participer à l'achat regroupé en découlant. Considérant qu'Énergère Incorporée a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres de la FQM. Considérant que la Ville a adhéré au programme d'achat regroupé découlant de l'appel d'offres, puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM en date du 17 juin 2022, ci-après l'entente. Considérant que la Ville a reçu d'Énergère Incorporée, conformément aux termes de l'appel d'offres, une étude d'opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité datée du 5 décembre 2022, décrivant les travaux de conversion des luminaires de rue au DEL, ainsi que leur coût n'excédant pas les prix proposés à la soumission déposée par Énergère Incorporée, tout en établissant la période de récupération de l'investissement, l'étude de faisabilité. Considérant que l'étude de faisabilité fait également mention de mesures hors bordereau, s'ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère Incorporée dans le cadre de l'appel d'offres, considérant que les frais découlant des mesures hors bordereau doivent être engagés pour des prestations et ou biens supplémentaires devant être fournis pour assurer l'efficacité des travaux de conversion et sont afférentes à des conditions propres à la Ville, considérant que l'ensemble de ces mesures hors bordereau constituent des accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère Incorporée dans le cadre de l'appel d'offres et n'en changent pas la nature et doivent par conséquent être considérés comme une modification au contrat en vertu de l'article 6.9 de l'appel d'offres et de l'article 573.3.0.4 de la loi sur les cités et villes. Considérant que la Ville est satisfaite des conclusions de l'étude de faisabilité et accepte d'octroyer et de payer à Énergère Incorporée les mesures hors bordereau prévues ci-après en tant que modification au contrat, considérant que la Ville désire effectuer les travaux de conversion de luminaires de rue au DEL ainsi contractés avec Énergère Incorporée à cette fin telle que prévoit l'entente, considérant que la Ville autorise la réalisation des travaux de conversion de luminaires de rue au DEL visés par l'étude de faisabilité, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l'étude de faisabilité,
que le Conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère Incorporée afin que soient réalisés les travaux de conversion de luminaires de rue Odelle et les services connexes prévus à l'appel d'offres et à l'étude de faisabilité reçue par la Ville, que le Conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires prévues à l'étude de faisabilité ci-après énoncée et devant être traitées à titre de mesure hors bordereau. Conversion de 2 luminaires HPS 150 watts sur la route MTQ par des luminaires DEL 136 watts au montant de 1 372 $ sous réserve de la confirmation du MTQ. Remplacement de 16 fusibles excluant les portes fusibles au montant de 864,48 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de fusibles remplacés. Remplacement de 45 portes fusibles simples sur fût municipal, incluant le fusible, au montant de 4 705,65 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de portes fusibles simples remplacées. 22 câblages pour tout bois, munis seulement, au montant de 1 725,46 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés. Un luminaire éloigné au montant de 392,13 $. Stockage d'inventaire au montant de 829,91 $. Signalisation, véhicule d'escorte plus 2 signaleurs, au montant de 1 742,80 $. Honoraires pour études photométriques, luminaires MTQ, des ingénieurs juniors, au montant de 1 212 $, sous réserve de la confirmation du MTQ. Honoraires pour études photométriques, luminaire MTQ, ingénieur intermédiaire 3-7 ans, au montant de 444 $, sous réserve de la confirmation du MTQ. Que Mme Sylvie Dubois, directrice générale, soit autorisée à signer, pour le compte de la Ville, un contrat avec Énergère Incorporée, en utilisant le modèle prévu à l'annexe 4 de l'appel d'offres, sous réserve d'adaptation et tout addenda concernant la réalisation des mesures hors bordereau prévues à la présente résolution et qu'elle soit autorisée à accomplir toute formalité découlant de l'appel d'offres ou de ce contrat, tel que modifié par addenda, le cas échéant. Que le Conseil est autorisé à débourser une somme de 121 816,46 plus les taxes applicables découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec Énergère, que la dépense visée par la présente résolution soit acquittée par une appropriation à l'excédent non affecté. Autrement dit, on va économiser de l'argent. On va faire un investissement d'environ 125 000, on va économiser environ 25 000 par année, ce qui veut dire qu'au bout de 5 ans, bien là, on va continuer à économiser pendant des années. La 138 entre Lanoraie et Berthier est en état pitoyable déjà et avec le dégel, ça va être encore pire. Pouvez-vous faire pression pour qu'il oublie pas d'effectuer le réasphaltage? L'asphaltage de surface fait l'année dernière n'a pas tenu. Tout à fait. Ben, on a vu. La question, c'est pouvez-vous faire la pression? Oui, on fait pression. On parle au MTQ. Honnêtement, la communication est pas facile. Puis s'il y a des gens du MTQ qui nous écoutent, là, je pense qu'il y a une communication qui est difficile. Là. Puis il y a aussi le roulement de personnel. Ils vivent ça, eux autres aussi, au MTQ. Donc, on se retrouve avec un contact. On a un contact au MTQ et puis on l'a rencontré il n'y a pas tellement longtemps. Puis pouf, il est parti. Alors là, il nomme quelqu'un d'autre avant que cette personne-là, parce que le MTQ gère la Naudière-Laurentide. C'est un territoire immense. Alors, avant qu'il ait refait la nouvelle personne, avant qu'elle ait pris contact avec l'ensemble des municipalités, puis disons que c'est un travail titanesque, il y en a pour des mois, là. Alors, ça fait en sorte que souvent, nos demandes sont pas considérées immédiatement, là. Alors, c'est vrai, il y a ça. Il y a autre chose? Oui? Oui, allez-y. Alors, à la personne qui a souligné le point, j'aimerais ça si elle pouvait communiquer avec la municipalité, savoir exactement c'est à quelle adresse exactement où est-ce qu'il y a des problèmes. Oui, je comprends. Ça, on le comprend. Mais si on s'attend, si on s'attaque à un repavage au complet, ça peut être plus compliqué. Par contre, il y a un numéro de téléphone au MTQ où vous pouvez appeler. Il y a aussi, on peut dénoncer par courriel sur leur site à eux.
Puis moi, je vous dirais, il faudrait le faire en partenariat avec la municipalité parce que nous, on peut le faire aussi. Mais l'idéal, les citoyens, je m'en suis aperçue avec le temps, ont plus de pouvoir que carrément la municipalité. Fait que si vous voulez, soit rentrer en contact avec moi, soit communiquer avec la municipalité pour savoir exactement à quel niveau c'est, et puis on va faire parvenir votre demande, mais aussi de votre côté, c'est important aussi de faire votre petit bout de chemin. Merci. J'ajouterais un point, et puis on a fait faire une étude par CIMA. Évidemment, quand CIMA a fait l'étude, c'est CIMA Plus, là, je pense, c'est ça. A fait l'étude, c'était durant l'été, la route était moins déglinguée qu'elle l'est présentement, parce que là, moi, j'ai passé plusieurs reprises cette semaine, puis c'est fou, là. Ça en est dangereux. J'imaginais quand les motos vont arriver là-dessus, les cyclistes, je pense que ça vaut quasiment la peine qu'on aille prendre des photos, qu'on fasse une vidéo, qu'on prenne un drone, je sais pas quoi faire, là, mais parce que là, c'est vraiment, on se dirige vers une situation très critique quant à la route. La députée, Mme Proulx, qu'on a rencontrée l'année passée, on y en a parlé, et on va lui envoyer le rapport de CIMA+, et j'aimerais ça qu'on aille prendre quelques photos, M. Maheu, qu'on lui envoie les photos avec le rapport CIMA+, pour on va mettre les chances sur notre bord, là, on va lui demander qu'elle intervienne, parce que elle est vraiment dégradée, là. C'est dangereux. Alors là, c'est plus une farce, là, c'est pas quelques trous, là, c'est partout, là. Alors, je comprends que l'année passée, ils n'en ont pas mis épais, là. Mais je pense que la Fondation a un problème, là. C'est la Fondation, il faut refaire éventuellement, là. Je comprends que c'est des budgets. Les routes, les municipalités le savent aussi, c'est des trous sans fond, hein. Ça finit plus. Ça prend toujours plus d'argent. Mais là, c'est la route nationale. C'est important que la route nationale soit quand même qu'elle soit dans un état correct. Et là, c'est pas le cas du tout. Alors voilà. Mais on vous remercie. Puis Lynn a raison. Il faut les appeler, il faut les contacter, il faut porter plainte au MTQ. Puis en même temps, vous le faites chez nous aussi, à la municipalité, chez vous, en fait, à la municipalité, pour que les élus soient au courant d'abord que vous avez porté plainte, puis qu'on puisse mettre de la pression. Alors, c'est les citoyens qui ont un pouvoir, mais la municipalité, elle aussi, elle a un rôle à jouer dans l'interpellation du MTQ par rapport à cette route-là. Voilà. 4-5, donc c'est embauche. Ouais. Donc, nommé comme il faut, donc c'est embauche d'une directrice pour le développement économique de Domptré. Donc, ça serait Mme Cathy Dénommé qu'on embaucherait. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer par M. Batte, appuyé par M. Pfal à ma droite, à ma gauche. Fait. Bonjour Anouk, tu permets qu'on se tutoie? On peut se tutoyer. Bonjour Daniel. Ça me fait plaisir. Tu as été porte-parole, tu es encore le porte-parole pour le défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe. Et c'est quoi qui t'a amené à faire ça? C'était quoi ta motivation? Parce que c'est un défi un petit peu, on va pas dire, je dirais pas accaparant, mais c'est comme hors norme d'accepter de ne pas boire pendant 28 jours pour aider à combattre les dépendances et tout au niveau des jeunes et au niveau de la population. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, avec plaisir. En fait, moi, j'avais déjà tenté de faire le défi, mais j'étais jamais allée jusqu'à m'inscrire officiellement, mais j'étais de celles qui souvent, en début d'année, je me disais « Ah, ben je vais essayer de prendre une petite pause, tu sais, voir combien de jours, combien de semaines, tout ça. » Je suis pas une grande buveuse, alors c'est pas extrêmement difficile pour moi, mais quand même, il y a toujours des petits moments où est-ce qu'on va associer, exemple, tel plat à un petit verre de vin blanc ou, tu sais, ne serait-ce qu'en apéro avec des amis, tout ça. Donc, c'est quand même un défi. C'est le fun d'être capable de s'arrêter, de prendre du recul, de voir où est-ce qu'on se situe en termes de consommation d'alcool. Donc, quand on m'a approché pour le faire officiellement, m'inscrire, faire le 28 jours complet, et quand j'ai compris aussi où s'en allaient les sous et tout ce que ça pouvait apporter de bon, ça m'a fait vraiment plaisir de me joindre à Jean-Michel Anctil aussi, qui est co-porte-parole avec moi pour la cause, parce qu'en bout de ligne, on aide les jeunes, on continue, tout le travail de sensibilisation, d'éducation par rapport à la consommation d'alcool. Donc, pour être capable de continuer à donner ces ateliers-là qui vont permettre aux jeunes d'avoir tous les outils nécessaires dans leur bagage pour prendre les bonnes décisions, pour les aider. Tu sais, on parle beaucoup d'alcool, mais c'est plus large que ça. Là, ça touche toutes les dépendances, donc la drogue, la cyberdépendance également. Fait que je pense que c'est important, surtout à ce moment-ci, dans un contexte où post-pandémie, là, c'est un petit peu plus difficile. Les jeunes ne l'ont pas eu facile dans les dernières années. Il y en a beaucoup qui ont vécu de l'isolement, qui ont
peut-être eu envie de se tourner vers certaines dépendances. Donc, je pense que le défi avait encore plus sa place, encore plus sa raison d'être cette année. Est-ce que l'effet de groupe, tu penses que c'est important? Justement, le fait de défi, de s'entraider et de dire, regarde, on fait l'effort de faire ça. Oui, puis j'ai remarqué que pour avoir aussi influencé ou mis au défi des gens autour de moi, ne serait-ce que mes collègues à la radio, bon, Marie-Ève Janvier est enceinte, elle ne buvait pas de toute façon, mais Patricia Paquin était comme « Oh non, Annou, tu ne vas pas m'entraîner là-dedans. » J'ai dit « Oui, oui, oui. » J'ai dit « Tu vas voir, tu vas me remercier après. » Finalement, elle a été super, elle a embarqué dans le projet, elle a réussi, elle est allée jusqu'au bout, puis elle m'a dit « Sais-tu quoi? » Elle dit « C'est moins difficile que je le pensais. » Puis elle dit « En bout de ligne, je suis fière de moi de m'être rendue jusqu'au bout, de l'avoir fait au complet. » Puis on le sent, ce mouvement-là de groupe, tu sais, cet aspect de solidarité, tout le monde ensemble. Puis c'est le fun de joindre au groupe, d'embarquer dans le mouvement parce que c'est un défi qui prend de l'ampleur avec les années. Puis on voit que les gens l'attendent, les gens sont habitués. On le sait, en février, c'est ça qui se passe. Donc, je pense qu'on peut dire mission accomplie, puis on est bien content en bout de route. Est-ce que tu me parlais de Patricia, justement, ou tes collègues de travail? Est-ce que ça leur a donné, fait une prise de conscience aussi? Parce que quand j'ai parlé avec monsieur le directeur général, il disait, on pense tous qu'on est bon, qu'on est capable après 2 jours, 3 jours, mais c'est des journées, une après l'autre, de dire, on se rend pas compte qu'on peut être dépendant de l'alcool ou de d'autres choses tant qu'on n'a pas essayé de l'arrêter. C'est complètement vrai. Puis, il ne s'agit pas non plus de prendre des quantités astronomiques. Tu sais, comme je le disais tantôt, des fois, on a juste le réflexe de prendre un petit verre pendant qu'on cuisine. Ou, tu sais, les événements sont nombreux, les occasions sont nombreuses pour prendre un petit verre, faire un petit toast. Mais on dirait que moi, ce que je remarque, en tout cas, puis dans mes amis puis les gens autour de moi, je trouve que la perception de l'alcool est en train d'évoluer. Tu sais, il fut un temps où, mettons, une fille qui ne buvait pas, les gens disaient « Ah, t'es-tu enceinte? » Comme si ça ne se pouvait pas que ce soit par choix personnel. Mais il y a des gens qui, en ce moment, le disent autour de moi. « Non, moi, finalement, je ne bois pas, ça ne m'apporte pas tant. » Puis, je trouve que le discours, le dialogue s'ouvre beaucoup, en tout cas, avec les années. Puis, oui, c'est vrai que c'est le fun pour les gens autour de moi puis pour mes collègues de travail de prendre ce temps-là de réflexion, juste de voir, de se tester un petit peu pour voir si c'est difficile pour nous ou si finalement on y arrive facilement. Parce que, tu sais, bon, le mois de février, il y a la Saint-Valentin, il y en a plein des occasions, tu sais, même pas besoin d'une Saint-Valentin, un petit vendredi soir entre amis. Donc, je pense qu'il suffit d'en faire un pour voir que, oui, on est capable, OK, on lâche pas, on en fait un deuxième, un troisième, puis ainsi de suite, puis on se rend jusqu'au bout des 28 jours. Les résultats, tu es contente? C'est presque 1 million, 958 000 qui a été ramassé. C'est quand même un record. C'est important. Est-ce que tu penses que ça va aider vraiment la mission là, de la Fondation Jean Lapointe pour continuer sa vision, sa mission? Ah, bien sûr, puis je remercie vraiment tous les gens qui ont embarqué dans le mouvement parce que ce qui est le fun aussi, puis ce qu'on réalise, c'est que c'est important d'aller jusqu'à s'inscrire, puis de le faire tout le monde ensemble parce qu'évidemment, c'est avec les sous que ça va nous permettre de continuer à maintenir ces ateliers-là puis d'aller à la rencontre des jeunes partout au Québec. Mais il y a beaucoup de gens qui se lancent le défi, qui le font le défi de toute façon. Il y en a qui le font en janvier, il y en a qui le font en mars, il y en a que ce n'est pas du 1er au 28 février. Et en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est un peu ça. C'est que chaque personne, à sa façon, puisse se permettre cette réflexion-là par rapport à sa propre consommation d'alcool. Puis les dons qu'on a récoltés cette année sont extrêmement importants. Puis bien sûr, ce qui est le fun, c'est d'avoir constaté que le don moyen a augmenté cette année. Alors les gens ont été généreux, les gens ont été investis. Puis on le dit souvent, de toute façon, il n'y a pas de petits dons. Alors peu importe chaque montant est le bienvenu et va aider en bout de ligne à faire avancer la cause. Donc, si je comprends bien, tu n'as pas juste le titre de porte-parole. Tu t'es impliqué, tu as voulu motiver, tu t'impliques au niveau de la Fondation, tu vas voir qu'est-ce qui se réalise, puis tu crois vraiment en cette mission-là, à cet objectif-là. Là. Ah ben oui, puis tu sais, cette année aussi, ça a pris une symbolique particulière avec le départ de Jean Lapointe. Tu sais, cette année, il y avait quelque chose de vraiment
important, d'encore plus émotif, d'encore plus incarné, impliqué. Cet homme-là a brisé des tabous à l'époque, en parlant ouvertement de son alcoolisme. Et je pense que justement, c'est important de laisser cette place-là aux jeunes pour s'exprimer, pour comprendre, pour s'informer, pour s'éduquer en termes d'alcool, puis en termes, pour toutes les dépendances aussi. Donc oui, je m'implique. Puis en plus, j'ai découvert une tonne de produits sans alcool. Ça, c'est vraiment quelque chose, je ne m'étais jamais donné la peine d'explorer à ce point-là ce qui se faisait chez nous en termes de produits sans alcool. Et vraiment, là, je peux dire que un petit verre à la main, là, sans alcool, un petit spritz, un petit apérol, un mousseux, tu sais, je passe une très belle soirée puis je me sens pas moins festive. Fait que je pense aussi que c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait. Es-tu intéressée à renouveler l'expérience? Est-ce que ton mandat est déjà renouvelé pour l'an prochain ou tu attends l'invitation ou tu cognes à la porte? Moi, je vais être là. Si on me le demande, je vais être là puis je vais toujours être partante pour rejoindre ce beau mouvement-là, c'est certain. D'accord. En terminant, on va faire un petit peu de patinage. Disons, c'est quoi? J'aime ça. Hein? J'aime ça. T'aimes ça? Là, oui, on te voit, là, on te voit, on te voit, on t'entend à la radio, mais as-tu d'autres projets à venir? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient ou c'est secret? Tu peux pas nous révéler de choses? Non, bien sûr que je peux vous le révéler. En fait, sous peu, au mois de mai, on va commencer les tournages de Chanteurs masqués pour une 3e saison. Alors, ça risque d'être bien excitant. Sinon, oui, au quotidien, je suis à la radio du lundi au jeudi, le midi, avec les filles du lunch à rythme. Donc, avec Marie-Ève Janvier et Patricia Paquin, comme je le disais plus tôt, des midis de gros fun où est-ce qu'on discute d'une tonne de sujets. Et c'est le fun d'avoir ce privilège-là, d'avoir ce contact quotidien-là avec les gens. Je l'ai eu beaucoup quand j'ai fait de la télé en direct le matin. Puis là, bon, la vie évolue, on embarque sur d'autres projets, puis de retrouver ce contact-là avec les gens au quotidien, ça me fait vraiment plaisir. Puis en plus de pouvoir continuer un projet comme Chanteurs masqués qui est juste grandiose, c'est le bonheur. Vous êtes vraiment surpris, vous n'avez aucune idée, je la pose la question, là, aucune idée de la personne qui est en dessous du masque. Vous ne les voyez pas, ils ne cachent rien. Que vous êtes vraiment sur l'instinct parce que tu es bonne. Là. Tu sais, tu trouves, tu regardes aller, puis... Ils nous disent rien. Puis même qu'à un moment donné, là, on travaille tellement fort, là, puis ça devient difficile. Puis moi, ça m'habite tout le temps. Là. Je suis chez nous, je suis en train de travailler, je coupe des légumes, puis là, je dis à mon chum, je pense que je viens d'avoir un flash. Oh, telle personne. Puis là, ça continue à rouler après ce que j'ai vu dans ma journée. Puis, c'est sur combien de temps c'est filmé? Autrement dit, faites-vous une émission, c'est des questions des coulisses, là, mais faites-vous une émission par semaine ou c'est... On en tourne 2 par semaine environ. Fait que ça s'échelonne sur à peu près 2 mois là, de tournage. OK. Donc, c'est ça, tu as le temps de réfléchir, comme tu viens de dire, d'essayer de trouver des indices. En parles-tu avec Daniel, si on peut se permettre de dire ça comme ça, ou tu es vraiment sur le blackout, tu dis rien, puis tu fais tu restes dans ta bulle à ce sujet-là? Moi, je suis bien secrète et je lui dis rien. C'est-à-dire que quand quelqu'un est démasqué, puis qu'on sait c'est qui, là, parce que nous, on tourne en avance, évidemment, je ne vais jamais le dire à Dan. Je ne dirai pas. Mais en amont, par exemple, quand j'ai des indices qui me trottent en tête, puis je dis quelqu'un qui serait allé, mettons, en France, puis après ça, as-tu des sportifs qui ont fait de la... Tu sais, des fois, là, j'y pose des questions, puis ils vont me donner des noms des fois, puis je suis comme pas fou, ou non, c'est pas ça du tout. Pas ça. C'est pas dedans. Si ça serait lui, tu penses-tu que tu le reconnaîtrais? Oh mon Dieu, il se présenter? Hein? Il ferait jamais ça. Et là, c'est tellement pas son style, mais le reconnaîtrais-tu? Et là, le pire, c'est que je pense que non, parce que je m'attendrais tellement pas à le voir là que je tomberais en bas de ma chaise. Là. Mais n'empêche que je cherche beaucoup et je prends plaisir à jouer le jeu. Puis c'est ça aussi, puis tu sais, on se taquine beaucoup entre collègues, puis j'ai trop bon, puis des fois, et mes collègues arrivent avec des points extraordinaires. Tu sais, la saison dernière, Stéphane qui a trouvé le commandant Piché, c'était comme, voyons donc, qui a trouvé ça, puis c'était des petits indices. Puis, tu sais, Stéphane qui est dans la rigolade, puis que souvent, il est complètement dans le champ, et que là, il tombe pile dessus. On était là, voyons donc. Mais non, c'est vraiment, c'est un beau show, c'est un spectacle, c'est phénoménal, là, qu'est-ce que l'équipe de production réussit à faire à chaque semaine. Honnêtement, ça me dépasse.
Tu sais, tu m'amènes sur le commandant Piché, justement. Y a-tu un autre artiste, interprète, quelqu'un que j'aurais jamais pensé voir là, puis que tu te dis, ah, regardons ça, il est là, il est venu faire ça. Oh mon Dieu! C'est tout le temps des surprises, mais tu sais, je repense, mettons, à la première saison, là, tu sais, on avait Lise Wattier, ou cette saison, Monique Jérôme Forgette. Tu sais, des gens que tu te dis, mon Dieu, c'est tellement loin de ce qu'ils font, c'est tellement loin de leur univers que tu peux pas te douter. J'ai trouvé, à la première saison, Sophie Thibault, là, ça, là, je l'ai trouvée extraordinaire. Tu sais, elle est rentrée là-dedans, elle était game, elle était vraiment très bonne aussi. Là, je me souviens, elle a chanté du Stromae, puis elle était excellente. Puis ça m'a impressionnée. Je me suis dit, waouh, tu sais, une lectrice de nouvelles, là, une femme tellement... Mais justement, qui avait envie de vivre l'expérience, qui a pris plaisir, qui ne s'est pas pris au sérieux, puis en tout cas, elle a toute mon admiration. Donc je vais terminer à vie à la production. Faites inscrire Daniel. Ça serait peut-être un défi pour toi, puis ça serait vraiment encore là quelqu'un hors champ qu'on pourrait dire qu'on pourrait. Je ne sais pas s'il entend en arrière, là, mais. Non, il était là tantôt, là, il est parti. Fait que... Quand je dis ça comme ça. Bon, ben je te remercie beaucoup, Anouk. C'est vraiment apprécié, c'est vraiment gentil d'avoir accepté de venir nous parler de ton témoignage, entre autres pour ton appui à la Fondation Jean Lapointe. Puis notre petit patinage de la fin du vendredi après-midi, c'était bien. Qu'on va se prendre, ça m'a fait plaisir. On se prendrait un petit alcool, un petit drink sans alcool à ta santé ce soir. Là, on se lève un petit café latte, mais sinon, un petit verre sans alcool, bien sûr. Puis beau bonjour à tout le monde dans la région. Merci, je te remercie beaucoup. Bonjour, Catherine. Bonjour. Je peux me permettre que je t'appelle Catherine, ça va être plus convivial. Et tu es la nouvelle DG du Centre régional universitaire de Lanaudière, le CRUL, bien entendu. Félicitations pour ta nomination. Première chose, on veut savoir, t'es qui? Parce que quand on va téléphoner ou quand on va vouloir parler au CRUL, ça serait le fun de savoir un petit peu, tu viens de où, c'est qui tu es? Ben oui, moi, je viens de la région. Je suis native de Lanaudière. J'ai grandi et étudié dans Lanaudière. J'ai un baccalauréat en administration des affaires, spécialisé en gestion des ressources humaines. Puis, en ce moment, je fais une maîtrise aussi en administration, avec une spécialisation en gestion, en développement des personnes et des organisations. Moi, j'ai eu une expérience d'un peu plus que 12 ans en gestion d'organismes communautaires dans la région. J'ai passé les 6 dernières années comme directrice générale du MITAS, le milieu d'intervention et thérapie en agression sexuelle, qui est un organisme à mandat régional, donc avec un bureau à Gelette puis un à Repentigny. Donc, je connais très bien la région de Lanaudière, les différences entre le nord, le sud, les différents acteurs. Tu me parles, ça fait 12 ans, tu as commencé à 10 ans. Tu es toute jeune, avoir fait travailler 12 ans dans le milieu communautaire. C'était vraiment comme je ne dirais pas une passion, mais tu sais, je veux dire une implication, parce que travailler comme tu dis, dans le milieu que tu as travaillé, il fallait vraiment avoir une passion, une motivation là, pour cet aspect des OBNL et tout. Oui, là. C'est vraiment une très, très grande passion pour le communautaire. Moi, j'ai eu la chance de tomber dans le communautaire par hasard à 18 ans, dans le cadre des emplois d'été Canada, avec une subvention. Finalement, au lieu de rester pour l'été, je suis restée 4 ans dans cet organisme-là qui m'a permis de toucher à plein de choses de la gestion d'un organisme communautaire. Puis, ça a influencé mon choix d'aller en administration à l'université avec le souhait de devenir une excellente gestionnaire d'organismes communautaires. Ce qui fait que par la suite, là, j'ai évolué dans différents organismes. C'est ça. Tu sais, on dit le mot communautaire, mais dans le fond, on pourrait dire OBNL, parce que le CRUL aussi, c'est un OBNL. Donc, c'est une gestion différente. Faut être créatif, il faut être imaginatif dans ces organisations-là. Là. Oui. C'est d'abord, avant tout, de mettre l'humain au centre de nos préoccupations et non pas les signes de dollars si on était en entreprise plus commune. Là. C'est ça, le profit, le surplus ne peut pas être au rendez-vous, mais c'est pas des profits, c'est vraiment une façon différente là, de voir les choses. Puis je trouve ça passionnant pour une jeune. J'avoue que ça m'impressionne beaucoup. Donc, tu es dans le milieu communautaire, tu es dans les OBNL, tu vois apparaître une offre d'emploi pour le CRUL. C'était quoi? Tu es étudiante aussi, mais c'était quoi ta première réaction? Est-ce que tu connaissais le CRUL? Qu'est-ce que ça représentait pour toi?
Oui, mais je connaissais le CRUL, sa mission, sans avoir eu d'interaction avec l'organisme. Moi, j'avais envie, après 6 ans en agression sexuelle, d'avoir une charge émotive qui allait être moins lourde, tout en continuant de contribuer à ma communauté, puis de mettre en place des projets qui sont structurants. Donc, le CRUL venait répondre à ça, à ce besoin-là, à mes intérêts aussi. Puis c'était un gros plus que ça demeure dans la région pour moi, là, et non plus d'aller travailler à Montréal. Est-ce que justement la mission, la vision du CRUL, ça t'a rejoint? Oui, tout à fait. Moi, s'il y avait eu une offre à l'époque, là, j'aurais pas été en appartement à Montréal, j'aurais fait mon bac dans la région, tout à fait. Je trouve que la mission du CRUL, elle est importante, elle est pertinente pour justement que la Naudière puisse avoir un meilleur taux de diplomation. Qui fait pas de sens qu'on ait un si faible taux dans notre région, la Naudière. Puis pour avoir travaillé, on pourrait dire, comme tu dis, avec le genre d'organisme que tu as travaillé, ça a de l'importance, on a beau le dire, mais le taux de diplomation, la formation, l'éducation, c'est quelque chose d'important qui amène beaucoup de choses aussi, là, qui peut avoir des conséquences dans la vie. Je ne vais pas dire dans la vie normale des gens, là, je vais dire vie normale, mais dans la vie de tous les jours. Là, cette adaptation-là ou cette compréhension-là, tu l'acquiers en étudiant, en te performant. Non? Oui, bien en fait, c'est de contribuer de différentes façons. Au développement, à l'épanouissement des enfants, des jeunes dans notre région. Donc, auparavant, pour moi, c'est en santé, services sociaux, là, dans le milieu de l'éducation, mais il y a une continuité, puis c'est encore de contribuer à aider l'humain dans notre région. Donc, tu fais ton application, tu as le poste, tu rentres maintenant comme DG. Ça fait pas longtemps, là, ça fait environ 1 mois et demi à peu près que tu es... Même pas 5 semaines. Ça fait même pas 5 semaines. Ta première constatation, c'est un bel organisme, oui, les services sont là, la volonté est là du milieu d'aider le CRUL. Oui, bien en fait, c'est sûr que le CRUL est à un moment charnière, donc il faut repenser à ça va être quoi la trajectoire qui va être prise, c'est quoi les prochaines actions, c'est des réflexions qui vont devoir être faites avec le conseil de gouvernance, avec les partenaires qui gravitent autour du CRUL, mais définitivement le CRUL a encore sa raison d'être, là, puis encore une mission qui est pertinente, qui est importante dans la région. Parce qu'il y a encore du chemin à faire là, pour augmenter la diplomation supérieure. C'est ça. Donc, le volet étudiant, amalgamer les étudiants avec l'offre de services des universités, c'est quand même important, là, parce qu'on peut parler qu'il y a l'UQTR qui est beaucoup ici. Tu as quand même, je pense, l'université de Guam aussi, hein, qui vient... Oui, il y a l'UQAM puis il y a l'UDEM aussi. l'UDEM. Donc, ça veut dire que c'est 3 quand même très bonnes universités qui acceptent de déplacer des professeurs, des gens, de la formation en région. C'est une nouvelle vision pour ces universités-là. C'est une nouvelle façon de faire et ils avaient prouvé que ça pouvait être rentable pour eux, je pense. Hein? Oui, bien en fait, l'UQTR, si on parle de notre université répondante, est dans la région depuis plus de 50 ans quand même. Puis hier, justement, le recteur, là, au dîner de la Chambre de commerce de Joliette, nommait que l'UQTR était dans la région pour rester. Via ses différents satellites, là, notamment à Joliette, parce qu'on était là hier. Là, donc, l'université va rester dans la région là, parce que c'est pertinent, puis il y a encore des choses à développer. Des choses à développer. Ils ont développé justement certaines branches, l'UQTR, entre autres, a comme identifié vraiment les besoins avec le CRUL, qu'on parle justement d'administration. Je pense en sciences infirmières aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui est faites dans cette optique-là. Hein. Il y a beaucoup de besoins dans notre région, autant d'intérêt aussi de la part des étudiants pour ce qui est administration, enseignement, soins infirmiers. Donc, c'est des projets qui doivent être développés, puis il y a un intérêt. Donc, il y a vraiment lieu d'être dans notre région, d'avoir ces programmes-là. Et là, parallèlement à ça, tu me disais qu'il y avait l'offre aux entreprises, parce qu'il y a comme deux points, là, on pourrait dire deux visions, 2 choses différentes. Au niveau des entreprises, c'est encore important la formation et permettre la formation des gens, des travailleurs à même leur travail, on pourrait dire, en emploi. Là. Je pense que c'est une autre vision aussi, une autre chose que le CRUL veut apporter. Là. Oui, vraiment centré sur les besoins de la main-d'œuvre, des entreprises, d'avoir quelque chose qui va être peut-être moins prenant que d'aller chercher un diplôme universitaire, un certificat, etc., mais d'aller chercher des qualifications supplémentaires
pour justement former cette main-d'œuvre-là qui est manquante, qui des fois, il manque juste un petit quelque chose pour progresser dans l'entreprise, pour répondre aux besoins. Puis une offre qui est adaptée surtout aux besoins de la région. Parlant d'offres adaptées, si tu me permets, en terminant, on a entendu parler du projet du campus universitaire. On en est où? On est encore à l'étape que les universités tergiversent, se parlent entre eux autres pour savoir où qu'on s'en va? Bien, en fait, l'étude a été déposée il y a quelques semaines. Donc, c'est important de recadrer que le CRU n'a pas de pouvoir décisionnel sur où va aller un campus universitaire s'il y a en avoir un qui se développe d'envergure dans la région. C'est vraiment les universités, principalement notre université répondante qui est l'UQTR, qui auront à déterminer là, la suite des choses avec les élus puis le ministère. Mais on sait que l'offre va continuer de se développer là, via les différents satellites dans la région, là, dans les différentes villes. Donc, tu es ici pour rester. Dans 10 ans, tu te vois encore ici. Et avec quoi, justement, un campus, vraiment une offre améliorée, et encore plus aider à la formation ou développer des nouvelles choses. C'est quoi? Quand tu as passé ton entrevue, qui t'ont posé la question, possiblement, comment tu te vois? C'est quoi ta vision pour dans 10 ans? C'est vraiment de mettre en place des projets qui sont structurants, notamment par le développement de l'offre de cours universitaires, d'avoir plus de programmes qui répondent aux besoins, puis plus d'étudiants qui diplôment finalement pour que la Naudière, on ait un plus haut taux de diplomation aux études supérieures dans notre région. Si ça peut être atteint, ça va être un bel objectif. Bon, ben je te remercie beaucoup, puis on va vous suivre. Bonjour Julie. Bonjour Daniel. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On s'est parlé à la fin des élections au mois d'octobre. Depuis ce temps-là, il s'en est passé plein de choses, puis je pense pour ça que c'est le fun qu'on se parle aujourd'hui. Très heureuse de revenir te voir. Ben, oui. C'est ça. Donc, après les élections, c'était un petit peu de la préparation à l'Assemblée nationale. Il y a un petit peu de soubresaut par rapport au serment au roi. Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à dire « Je ne suis pas obligé de faire ça ». Ça a créé un petit peu d'attention, mais ça, je pense que tout est vraiment réglé aujourd'hui. C'est toutes les convictions, mais je pense que peut-être, possiblement, à l'avenir, ça ne sera même plus un serment au roi qui va avoir. Je ne crois pas, non. En effet, le serment au peuple risque de demeurer. Donc, ça a été vraiment, avec les circonstances, en débat télévisuel, Paul Saint-Pierre Plamondon avait mentionné qu'il ne ferait pas un serment au roi, advenant qu'il soit élu. Donc, il s'est retrouvé à dire, là, je dois le faire. C'est ça, oui, il n'a plus sa promesse. Parce que, tu sais, il faut quand même le dire que par le passé, beaucoup de gens diraient, je ne veux pas faire de serment au roi, mais il le faisait quand même, mais lui, il a tenu à ses convictions. Très, très contente que nos 3 députés se soient tenus debout. Ils ont tenu leur bâton, là, leur côté de la couverture, comme on dit, puis maintenant, ça a été adopté. Donc, toute cette espèce de question de serment au roi a fait couler beaucoup d'encre, mais quand on pense que ça s'est réglé en dedans de, je crois, sous toute réserve, là, 12 minutes, quelque chose comme ça. Là. Et puis, donc, ils ont pu rentrer. Donc, très heureuse que ce soit le premier député de l'histoire du Québec et du Canada qui soit rentré à l'Assemblée nationale sans le serment. Le Parti québécois est toujours à l'avant-garde et tout, malgré qu'il y a 3 députés. Je pense que les décisions ont été d'être présentes sur l'espace médiatique. Et ça, c'était en nommant des porte-paroles pour différents dossiers. Et tu as été choisi donc pour l'agriculture. C'est ça que je veux m'en venir. Donc, le bain de la politique, l'implication ne t'a pas lâché. Tu as vécu, oui, l'après-élection, tu as fait une très belle campagne, tu as appris à faire campagne aussi, c'est pas toujours évident. Et là, ton chef, tu lèves la main, il dit « Julie, veux-tu t'occuper en agriculture? » C'était quoi ta réaction? Moi, j'étais extrêmement heureuse de cette invitation, donc ça n'a pas été long que j'ai dit oui. Le concept des co-porte-paroles, en fait, c'est vraiment nouveau, donc on y va à tâtons, mais on est 11 en tout, en plus de Mégane Perry-Melançon, qui, elle, est vraiment co-porte-parole nationale pour le Parti québécois, donc elle est rémunérée par le parti et tout ça. Donc ça va aider parce qu'à 3 députés, évidemment, si on veut faire un travail sérieux, ça prend aussi là, un peu d'aide autour. Et puis, tous les dossiers qu'on connaît aujourd'hui, les enjeux sont quand même assez importants. Et puis, c'est la façon qu'on a trouvé nommer des co-porte-paroles. Donc, on est 11 co-porte-paroles sur les 125 candidats.
Donc, 125 candidats, 3 députés élus, une co-porte-parole nationale. Et puis là, donc sur 121, il y en a quelques-uns qui avaient levé la main. Et moi, on m'avait confirmé là, peu de temps avant l'ouverture de la session parlementaire. Donc, on m'a invité à prendre ce rôle-là de co-porte-parole en agriculture et ça me fait extrêmement plaisir. C'est ça. Donc, tu restes dans le bain. Oui. Je pense que ça donne une belle visibilité au Parti québécois. Vous restez dans la game, comme on pourrait dire. Vous êtes là, vous êtes capable d'agir en tant que personne ressource pour aider les députés à faire ça. Oui, donc pour chacun des dossiers des co-porte-parole, on est vraiment, tu sais, on n'est pas payé par le parti ni par l'aide parlementaire, c'est une décision personnelle, militante, que je pourrais dire. Et puis ça nous permet de rester actifs sur le terrain, rencontrer les acteurs pour chacun des dossiers et de nourrir aussi le caucus. Donc, il y a beaucoup de dossiers, donc c'est une façon de... C'est innovant, donc c'est nouveau, et puis ça n'a jamais été fait, là. Comment on dit ça? On ouvre le chemin. Là. Oui, c'est ça, on ouvre le chemin. Ouais. Puis, entre autres, tu me disais tantôt, après entrevue, tu arrives du congrès de la relève en agriculture, oui. Donc tu es impliqué, tu es capable après ça de voir c'était quoi les problématiques qui ont été soulevées pendant ces congrès-là. Tu es impliqué au niveau de l'agriculture avec ton conjoint, vraiment. Tu as les pieds dedans, comme on pourrait dire. Mon conjoint est en producteur laitier dans la Naudière, dans Berthier. Donc, c'est sûr qu'il y a le lait, mais il y a toute autre production aussi. Là. Donc, c'est un dossier, l'agriculture, c'est un dossier qui est vraiment important. On ne le réalise pas, c'est la base de notre société. C'est ce qui nous nourrit. C'est ça, mais vous nourrissez le Québec. Donc, oui, c'est super important. Moi, je trouve autant que la santé, l'éducation, l'immigration, tout ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est que oui, ça me permet de poursuivre aussi, mais d'être au courant des enjeux des autres productions. Et cette fin de semaine, c'était le congrès de la relève agricole du Québec, la FRAC. Donc, on a pu, c'est toute production confondue. Et puis, on s'est rendu là, sur place à Rivière-du-Loup. Moi, j'assistais à l'AGA comme observatrice. Et les enjeux sont nombreux. Les jeunes producteurs sont inquiets quand même s'ils sont très passionnés, sont motivés à relever les défis là, que présentent les enjeux actuels. Mais il va falloir aussi là, considérer l'agriculture comme un dossier très important. Puis, comme tu n'en avais pas encore assez, agricultrice, mère de famille, tu vas maintenant pour porte-parole en agriculture, tu as repris le flambeau comme présidente du Parti québécois pour le comté de Berthier. Donc, encore là, une belle motivation, une belle implication. Oui, en effet. En fait, agricultrice, oui, par ricochet, étant donné que c'est mon conjoint. Oui, mais tu es toujours agricultrice, tu ne peux pas dire en effet. Impliquée, là. En effet, on est sur le même mode de vie. Donc, oui, le Parti québécois de Berthier, en fait, l'exécutif, le conseil exécutif local, moi, j'étais déjà présidente depuis 2019 et étant candidate depuis juillet là, 2022, j'ai dû quitter mes fonctions de présidente qui avaient été reprises par Serge Cournoyer, un collègue qui était conseiller déjà sur l'exécutif. Et là, l'Assemblée générale est arrivée, puis on m'a demandé de réinvestir, de revenir et tout. Et donc, j'ai accepté là, volontiers et je remercie là, tous les membres pour leur confiance. Ça va nous permettre de poursuivre ce qu'on a commencé depuis 2019, mais qu'on avait été... on a tous été arrêtés par les 2 ans de pandémie. Ça, Et puis là, on peut reprendre, là, en plus avec la campagne électorale, ceux qui sont présentement, qui ont été élus sur le conseil exécutif, étaient beaucoup impliqués durant la campagne. Donc, on n'était pas une grosse équipe, mais on a fait un travail de fond assez important. C'est quand même été efficace. On a porté plusieurs chapeaux. C'est ça, vous avez travaillé fort. Donc, on va dire que vous avez le vent dans les voiles. On vient de voir le dernier sondage qui a sorti la semaine dernière, mettant M. Paul Saint-Pierre-Plamondon deuxième, dans les intentions de vote, dans les choses. Donc, le Parti québécois n'est pas mort. Je ne sais pas dire. Vous travaillez fort, vous êtes beaucoup impliqués encore, puis comme tu dis, vous êtes déjà presque en mode électoral pour penser dans 3 ans, dans 4 ans. Il faut recommencer. Ça devrait être ça, la routine. Ça va être la suite, là, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, le projet que porte le Parti québécois est simple et on l'assume totalement. Donc, on voit là, dans les réactions des gens, il y a eu un nouvel engouement. Donc, il y a
peut-être que je dirais le Parti québécois .2 ou tu sais, Oui, comment on 2.0, pourrait le 3.0. Les gens ont découvert le parti avec M. Saint-Pierre Plamondon. Oui, aussi. tout à fait. Il y a eu beaucoup de réactions qui ont dit Donc, c'est quelqu'un qui est intéressant, il est jeune, que je pense qu'il y a des. Puis tu es jeune. ouais, on a le même âge. Ah oui, ben âge. mon Dieu, Ouais. c'est bien, c'est bien. Que donc, autrement dit, c'est du renouveau, là. C'est plus un parti de vieux. Les jeunes sont revenus au Parti québécois et beaucoup de. Ben, en fait, le Parti québécois a toujours été un parti multigénération. Donc, moi, je le voyais, je l'ai toujours vu comme ça. Bien sûr qu'un parti qui a vécu, qui a beaucoup de vécu, qui a avancé, qui a changé des choses dans la société, a des remises en question à faire à un moment donné. Et c'est ce qu'on avait fait en 2019. Donc là, on a décidé de s'assumer. Les gens le savent, le projet du Parti québécois, faire du Québec un pays, la souveraineté, on veut s'émanciper, devenir un pays et cesser d'avoir à négocier constamment avec la Fédération canadienne. Et je pense que les gens commencent à s'apercevoir que c'est un projet qui a toujours sa place. C'est d'actualité, ça, encore plus aujourd'hui, on le voit avec les refus là, du gouvernement fédéral en santé. On a vu les transferts là, que M. Legault a récolté des miettes. Donc, il y a l'immigration aussi. Donc, ça prend vraiment, on mérite d'avoir les pleins pouvoirs sur nos décisions. Puis, je pense que les gens commencent à voir que c'est tout à fait légitime et pertinent comme projet de société. Donc, on pourrait dire, on va terminer. Le Parti québécois n'est pas mort. T'en es la preuve vivante. T'en es la preuve vivante d'implication. Puis, avec cette nouvelle façon de procéder-là, avec les co-porte-parole, je pense que c'est très justifié. Vous allez travailler fort. Oui, ça va être dynamique aussi. Puis, ça permet aussi de continuer la collaboration à travers l'organisation. Donc, justement, on va avoir le congrès là, en fin de semaine. Et puis, tu viendras nous en reparler la semaine prochaine. On attendra des plaisir. nouvelles de voir ce qui s'est dit et tout. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Parfait. D'accord, je te remercie, Julie. Merci. Qu'est-ce qui arrive avec le projet de l'Église? J'ai appelé Mme Godbout, puis là, j'attends qu'elle me rappelle, parce que la journée que je l'ai appelée, elle était pas au bureau. Donc, si demain, si elle ne m'a pas rappelé encore demain, ben, je vais l'appeler. J'essaie de la presser un peu, parce que la dernière fois que j'ai parlé avec, je lui ai dit que c'était urgent. Ben, il faut. Ben, j'ai l'appelé, je peux bien, là. Je comprends, mais je veux. Là, je ne sais pas, moi, je peux mettre mon grain de sel ou je ne mettrai pas mon grain de sel. Je voudrais bien savoir, je sais que vous avez discuté, que vous m'avez demandé la dernière fois si je voulais collaborer bénévolement à aider à la formulation d'une demande. Maintenant, j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous et j'aimerais savoir qu'est-ce qui en est arrivé. Est-ce que vous avez encore besoin que je donne du temps à ça? Je ne peux pas vous donner de réponse parce que tant que je n'aurai pas l'étude de faisabilité et les montants pour qu'on puisse intégrer dans la demande de subvention pour le patrimoine religieux, tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas rien faire. Puis c'est pour ça que j'appelle Mme Godbout et j'essaie de la pousser pour qu'elle nous sorte ça le plus vite possible. Puis je l'ai dit là. La dernière fois que je l'ai appelé, je lui ai demandé. J'ai écouté, moi j'aimerais savoir ça au plus tard, milieu de mars. Avez-vous dit que ça fait 6 mois qu'ils ont reçu, que vous avez fait la résolution de leur donner le contrat? Et ils n'ont rien déposé encore. C'est pas acceptable, ça, de la part d'une compagnie qui offre ses services. Je la pose, ce que c'est que je fasse de plus. Exiger, c'est pas... Ben oui, écoutez. C'est bon. Monsieur Laprie, oui. Vous avez posé la question la dernière fois. Présentement, il n'y a pas de résolution qui est adoptée par le Conseil pour vous mandater. Vous avez des inquiétudes à ce niveau-là, vous avez des interrogations. Nous, tout ce qu'on peut dire, le Conseil ne vous a pas mandaté. Il n'y a pas de résolution encore adoptée. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas considéré, mais présentement, le Conseil n'a pas adopté de résolution. Il n'y a aucun mandat qui vous a été donné. Actuellement, c'est ça. J'ai pas dit. Je pense qu'on avait discuté aussi avec Non. mais... J'ai très bien compris, d'ailleurs. Quand M. Ménard s'est adressé à moi de façon un petit peu cavalière, je dois le dire, là, devant le monde, j'ai très bien compris qu'il disait qu'il n'y avait pas eu de résolution. J'ai dit à M. Ménard, ça fait assez longtemps que je connais les procédures municipales, pour savoir qu'une résolution, oui, ça mandate quelqu'un de façon officielle. Ça avait été demandé de façon
bénévoles et volontaires et tout ça. C'est ce que je vais faire. Et ça reste comme ça. Sauf que là, si je vois que vous n'avez pas formé un comité encore, parce que c'est ce que vous m'avez dit, M. Lenoir, que vous étiez pour en discuter durant la semaine qui venait avec vos collègues ici, qu'il y aurait une proposition probablement d'un comité de peut-être 2 élus qui vont dire, qui vont se charger plus précisément de forcer l'avancée parce que, vous le savez bien, j'ai donné à tout le monde un calendrier, parce que je me suis pensé que bénévolement, c'était une chose qui était utile pour vous autres. Je vous ai donné un calendrier de faisabilité du projet, parce que j'ai encore vérifié aujourd'hui la date qui va être la date de fermeture de la possibilité d'aller chercher une subvention pour le volet 2. C'est encore, l'année passée, c'était le 27 mai. Et on me dit que toutes les probabilités vont être à peu près à la même date. Donc, pour arriver au 27 mai, vous aviez toutes les dates possibles sur le montage que je vous ai fait pour que ça rentre. Et là, le DG3A, il ne rentre pas son travail, lui. Donc, là, comme vous avez dit, M. le maire, c'est difficile de remplir les autres cases du formulaire en question. Il y en a un certain nombre de cases qui peuvent être faites sans qu'on ait des chiffres de DG3A. Oui. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est qui va dessiner le DG3A. Quand je n'ai pas le bon temps, je ne peux pas demander une subvention. Je ne peux pas arriver que je vais demander le temps. Moi, je vais demander le maximum que je peux demander. C'est ça que je vous dis. L'étude de faisabilité, c'est là qu'on va tout avoir. Oui, c'est pour ça que ça fait 3 fois que j'appelle Mme Godbout. La première fois, j'ai parlé avec elle. La deuxième fois, elle n'était pas là, j'ai laissé un message, ils ne m'ont pas rappelé. C'est vendredi, je l'ai rappelé. Ils m'ont dit qu'elle n'était pas au bureau. Là, je vais la rappeler demain. Mais écoutez, comment je peux faire des gros d'autres téléphones à la pointe? Influent. Non, mais il va falloir que ça bouge. Ouais, là, demain, vous avez de l'autorité, vous n'avez pas d'autorité. Comme maire, là, vous avez accordé un contrat. Ouais, ça fait 6 mois. Vous n'avez pas une ligne de résultat. Ça, il y a quelque chose qui mais il y avait bien une date dans son contrat? Est-ce qu'il y avait une date? Je sais qu'il y avait un jour des dates qu'elle nous remettrait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je ne me souviens pas, il faudrait regarder sur le papier qu'elle nous a donné, savoir quand est-ce qu'elle remettait son groupe. Mais c'est ça. Rompre ce contrat. Voilà, j'ai pas tout ça dans... Si elle ne respecte pas, c'est... Je sais qu'en affaire demain, je l'appelle, si elle est là, ça va précéder ce que là, je disais, je ne vous donnerai pas jusqu'à la fin mars. Vous avez jusqu'au milieu de mars, le maximum. Moi, je les veux, j'ai besoin. Fait que mettez du monde dessus, puis travaillez dessus. On vous le souhaite. Alors, une précision. Excusez. Non, là, on va y aller pour la période de questions. Oui. Oui. Ben, écoutez, je continue mon autre chose. Là. Non, mais c'est une question. Là. Monsieur Lapré, c'est une question. Je ne vois pas qu'on parle à un heure dedans. La question, c'est est-ce que vous allez nommer un comité quelconque, un sous-comité du conseil municipal pour s'occuper plus précisément de cette question-là de la parole? On va en parler. S'ils veulent former un comité, on en va parler. Est-ce que vous trouvez, une autre question, est-ce que vous trouvez qu'il n'est pas un peu tard pour dire on va en parler, Là, on va en parler, mais qu'est-ce que je vous dis? Ça va aller dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous ne serez plus à date, là, vous ne serez plus capable de remplir. Bah, ça, c'est faux. On verra rendu là, c'est les conseils, s'ils veulent former un comité, on va en former un mot. S'ils veulent les 2 élus dessus pour essayer de remplir une grosse partie du papier qu'ils fassent. Arrêtez. Parce qu'il ne faut pas être partout à voir. Si vous en avez parlé cette semaine, la semaine qui vient de passer, on a parlé cette semaine. Et qu'il n'y a pas de proposition, rien, j'ai l'impression que ça vous intéresse plus ou moins cette chose-là. Ça peut se faire. On verra la suite, que je vous dis. Non.